Oui, merci Madame la Présidente. Bon, au-delà des conditions d'étude et d'examen de ce PLFSS pour 2020, évidemment, il poursuit une logique bien connue et qui jusqu'à présent et dans les 2 ans et demi de ce quinquennat n'a pas fait ses preuves. D'abord, un PLF qui, lui, redistribue toujours plus à ceux qui ont beaucoup en espérant qu'ils en tirent bénéfice pour l'ensemble de l'économie et ça ne fonctionne pas. On l'a vu notamment autour de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque depuis qu'il a été supprimé, les investissements dans les PME ont été diminués de 70%. Mais ici, pour le PLFSS, c'est pareil. C'est de nouveau des économies demandées à la sécurité sociale et surtout, et c'est en rupture avec tout ce qui a été fait par le passé, eh bien, des exonérations de cotisations. On dit baisse des charges, mais en réalité, les cotisations sont bien une partie du salaire socialisé différé qui sert à financer la santé, les retraites. Les Français le savent bien. Et qui, ici, ne sont pas compensés par le budget général. C'est-à-dire que le gouvernement a volontairement créé les conditions d'un affaiblissement de la sécurité sociale en choisissant de ne pas compenser ces éléments et fait porter le chapeau en quelque sorte aux gilets jaunes une nouvelle fois en faisant croire que ce sont les quelques avancées qui leur ont été cédées qui seraient responsables de cet établissement de la sécurité sociale, alors qu'évidemment il n'en est rien, surtout si l'État prenait ses responsabilités en compensant ces exonérations de cotisations. Voilà pourquoi, dans cette logique, nous appelons à la suppression de cet article 3. Merci. Je pourrais répondre au rapporteur qui a pris le temps de nous expliquer sa position. Bon, malheureusement, c'est l'atterrissage qui pose problème, parce que si on a compris, monsieur le rapporteur, que vous étiez vous-même, pour de tout à fait bonnes raisons, gêné aux entournures de cette non-compensation, et on le comprend, et on vous soutient dans cette position, vous finissez par dire l'essentiel, c'est qu'on ait augmenté le pouvoir d'achat. Mais précisément, vous savez que cette affirmation est contredite par l'ensemble de votre raisonnement au préalable. Non, le pouvoir d'achat ne se résume pas au salaire net. C'est même précisément ce que vous avez quelque part contribué à expliquer vous-même. C'est que les cotisations financent aussi demain des services publics auxquels les Français peuvent avoir accès et qui fait partie intégrante de leurs revenus en quelque sorte. Donc vous êtes vous-même contredit. J'ai envie de vous dire, puisque vous êtes si d'accord avec nous et que il s'agit quelque part de mener une bataille qui vous paraît salutaire du point de vue du fondement de ce qu'est le budget de la sécurité sociale que vous défendez comme rapporteur, allez un peu plus loin, monsieur le rapporteur, soyez pas trop timide. Aidez-nous à mener cette bataille plus avant. On attend davantage de vous à cette heure. Dans sa prise de parole tout à l'heure, le rapporteur a évoqué la loi Veil de 1994, celle-là même qui prévoyait la compensation de l'État des allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de la sécurité sociale. Depuis l'an dernier, le gouvernement a décidé de rompre avec cette loi de 1994 et cette absence de compensation pèse très lourd sur le budget de la sécurité sociale. Elle fait passer le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse de 1,2 à 5,4 milliards d'euros. L'article présent prévoit que les pertes de recettes du fait de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, politique dont on pourrait parler d'ailleurs du point de vue de son efficacité, ne fera pas non plus l'objet de compensation par le budget de l'État. Et donc nous assistons de fait à un appauvrissement de la sécurité sociale, c'est-à-dire la politique des caisses vides. Or, on voit bien que c'est une stratégie. C'est une stratégie qui est bien connue, que des chercheurs anglais ont analysée, qui vise en quelque sorte à créer les conditions puis de pouvoir faire revenir en règle l'idée d'un trou de la sécurité sociale, mais qui a été créé sciemment par le gouvernement, pour ensuite justifier, via la bonne gestion, le retour à des réformes, notamment austéritaires. Donc la fin de ces compensations permet la restauration d'un discours que nous ne connaissions plus l'an dernier quand on parlait de retour à l'équilibre, et c'est une volonté délibérée de mettre à mal la sécurité sociale telle que nous la connaissons. Voilà, il ne faut pas se payer de mots, c'est une stratégie. D'abord, on organise les conditions de l'affaiblissement des recettes de la sécurité sociale, ensuite on constate qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, et derrière, on valide donc des réformes qui visent à faire en sorte qu'effectivement on puisse faire en sorte que les caisses se remplissent. C'est absolument limpide et ça prépare bien évidemment une offensive à venir. Je pense notamment bien évidemment à la future réforme des retraites. Monsieur le rapporteur, jusqu'à présent et dans nos travaux passés, nos points de désaccord portaient sur les sommes allouées à tel ou tel poste de dépense. Nous avions grosso modo des désaccords d'ordre budgétaire. Mais ici, à cette heure, nous avons un accord fondamental au vu de votre propre raisonnement. Vous-même, en tant que défenseur de la sécurité sociale, du moins c'est ce que vous nous dites, et moi je crois d'abord ce que vous nous dites, après, charge à nous de le vérifier, vous nous expliquez être particulièrement gêné avec cette logique. Or, elle est fondamentale pour toute la suite de notre discussion sur ce PLFSS. Par ailleurs, et ça a été dit, et je tiens à appuyer là-dessus, c'est qu'au-delà de la logique générale qui vise à organiser les conditions par cette non-compensation de l'affaiblissement de la sécurité sociale pour pouvoir justifier ensuite d'autres politiques, c'est que tout ça se fait dans un contexte que vous connaissez bien,
qui est le contexte de l'hôpital et des urgences, qui est un contexte particulièrement délétère, et nous sommes particulièrement regardés. Vous savez déjà que les hospitaliers appellent à un rassemblement devant l'Assemblée nationale le jour où nous allons voter ce PLFSS. Or, nous commençons la discussion en allant encore plus loin, comme ça n'a jamais été fait, en assumant cette non-compensation et en faisant désormais la règle. C'est véritablement difficile de poursuivre la discussion sur les autres articles si sur ce point, et alors qu'en plus vous le dites, ça fait accord entre nous, eh bien finalement tout ça ne serait que de la posture politicienne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord fondamentalement avec ce que s'apprête à faire le gouvernement, mais parce que vous incarnez la majorité, eh bien vous n'auriez pas d'autre choix que de quelque part avaler vous-même votre chapeau. Mais à cette heure, c'est vous qui êtes assis à la chaise du rapporteur. Donc vous avez un rôle et nous vous encourageons pour le coup à le tenir jusqu'au bout. Allez au bout de votre logique, allez au bout de vos convictions, monsieur le rapporteur, et sur ce point, ça fait accord entre nous, nous vous soutiendrons. Je vais dans le sens de mes collègues pour dire que, y compris à l'heure de la crise que nous connaissons à l'hôpital, alors que nous abordons la discussion autour de la sécurité sociale et de son financement, nous devrions véritablement nous garder de parler comme des calculatrices. En réalité, derrière cette logique et derrière la logique purement budgétaire et les quelques équations que nous avons à résoudre, il y a des personnels en souffrance, il y a des lits, il y a des usagers qui, qu'ils aient fait l'expérience de l'hôpital pour eux ou pour leurs proches, voient bien que tout ça est dans une situation d'extrême fragilité. Et je crois que ça n'est pas sérieux d'inscrire ce PLFSS dans la continuité et l'aggravation de ce qui a été fait précédemment. Il faut tenir compte de la situation qui est une situation d'urgence. Et nos discussions sont d'autant plus importantes qu'elles sont regardées par des personnels qui souffrent, qui font tenir l'hôpital public à bout de bras et qui ne peuvent imaginer que l'on entame la discussion en leur disant eh bien on va continuer, ça va dans la même trajectoire et on se félicite de ce qui a été fait précédemment malgré le désastre que cela a produit. Ça n'est pas sérieux. Voilà, j'en appelle à la raison à l'heure où nous ouvrons cette discussion qui est d'autant plus importante dans ce contexte.